Alistair Vance mesurait sa vie en transactions conclues et en cours boursiers. Son penthouse surplombait la ville tel un nid d'aigle de verre et d'acier, un sanctuaire froid et silencieux, où même le rire de sa propre fille semblait se perdre dans les vastes espaces immaculés. Depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt, sa fille de 7 ans, Lily, était devenue une autre variable à gérer, un projet délicat confié à des nounous, des tuteurs et, plus récemment, à un médecin privé très coûteux qui assurait un régime de suppléments nutritionnels pour sa constitution fragile. Clara Dubois, la nouvelle enseignante de Lily à l'Académie Northwood, ne voyait pas une constitution fragile. Elle voyait une tristesse si profonde dans les yeux bleus de la fillette qu'elle semblait la noyer de l'intérieur. Lily était une enfant fantôme, présente mais absente, ses dessins remplis de formes sombres et de ciels pluvieux. Elle ne jouait jamais pendant la récréation, se contentant de s'asseoir sur un banc, serrant contre elle une poupée usée. Clara avait demandé une réunion avec M. Vance, une entreprise qui s'était avérée aussi difficile que d'obtenir une audience avec un monarque. Il était finalement arrivé, avec 15 minutes de retard, son costume à 5 000 $ créant une barrière invisible entre lui et la salle de classe colorée mais modeste. Il écouta d'un air distrait les préoccupations de Clara concernant l'isolement social et la léthargie de Lily. Mademoiselle Dubois, je vous paie, ou plutôt les frais de scolarité exorbitants de cette école paient pour éduquer ma fille, pas pour jouer à la psychologue amateur, dit-il, son ton tranchant comme du verre brisé. La santé de Lily est supervisée par les meilleurs experts. Elle reçoit des injections de vitamines quotidiennes pour renforcer son système. Elle est simplement sensible. Clara serra les mains sur ses genoux, refusant de se laisser intimider. Monsieur Vance, aujourd'hui, elle pleurait silencieusement dans un coin. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a juste murmuré quelque chose. L'intérêt d'Alistair fut piqué, mais seulement légèrement. Et qu'était-ce? Elle a dit « Papa avait promis que ça ne ferait pas mal ». De quoi parlait-elle? Un éclair d'agacement traversa le visage d'Alistair. De ses vitamines, elle n'aime pas les piqûres, c'est tout. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une fusion à superviser. Il se leva, la conversation terminée, laissant seul avec un sentiment de malaise qui lui nouait l'estomac. Les semaines qui suivirent ne firent qu'aggraver les craintes de Clara. La léthargie de Lily s'intensifia. Elle s'endormait parfois en classe, la tête posée sur son bureau. Clara remarqua de petites ecchymoses sur ses bras minces, des bleus en forme de doigts qu'elle cachait sous ses manches longues. Quand Clara lui posait doucement des questions, Lily se recroquevillait, ses yeux s'emplissant de larmes et d'une peur qui semblait bien trop vieille pour son âge. L'instinct de Clara, affiné par une vie qu'Alistair Vance ne pourrait jamais imaginer, lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Avant de devenir enseignante, elle avait été infirmière pédiatrique dans un hôpital public surchargé. Elle avait vu la négligence et les abus se cacher derrière des portes closes et des explications plausibles. Elle reconnaissait les signes, l'apathie, la peur des adultes, le retrait émotionnel. C'étaient les symptômes d'un traumatisme, pas d'une constitution fragile. La crise éclata un mardi après-midi ensoleillé. Les enfants étaient dans la cour de l'école, leurs cris joyeux contrastant violemment avec le silence de Lily sur son banc habituel. Soudain, un cri perçant retentit. Ce n'était pas un cri de joie. Lily avait glissé du banc et gisait sur le sol, son corps secoué par de légères convulsions, ses yeux révulsés. La panique s'empara de la cour. Les autres enseignants se figèrent, l'un d'eux attrapa son téléphone pour appeler les secours. Mais Clara était déjà en mouvement. Oubliant son rôle d'enseignante, elle redevint l'infirmière qu'elle avait été. Elle se précipita aux côtés de Lily, la tourna doucement sur le côté pour dégager ses voies respiratoires et chronométra la crise. Elle parla d'une voix calme et assurée, donnant des ordres clairs aux autres adultes.
Appelez une ambulance. Dites-leur qu'il s'agit d'une enfant de 7 ans, potentiellement en surdose médicamenteuse. Vérifiez sa respiration. Quand Alistair Vance arriva à l'hôpital, son visage était un masque de fureur et de peur. Il trouva Clara dans le couloir, attendant des nouvelles des médecins. « Qu'avez-vous fait » aboya-t-il, sa voix résonnant dans le silence stérile. « Qu'est-il arrivé à ma fille sous votre surveillance ?» Clara se leva, son petit gabarit ne montrant aucune trace de peur. « Ce qui est arrivé à votre fille, monsieur Vance, est le résultat de ce qui se passe chez vous, pas à l'école. Ces symptômes ne sont pas ceux d'une maladie. Ils sont compatibles avec une administration prolongée de sédatifs. Ses pupilles sont dilatées, sa respiration est faible. Je l'ai déjà vu. » Un audiobook narrateur chérant un deepement personnel story avec compassion et cœur. Émotion, fil de grive, tendresse et croyant hope. Delivery style, speakant slowement, avec un voix rame, intime voix, à l'emposer pour émotionnelle voix, à s'un expérimenté audiobook narrateur aurait. Atmosphère, à s'y fait chérant un sacré mémoire par candélabe, où chaque mot matière et silence spec volume. Alistair la regarda, abasourdi. Des sédatifs, c'est absurde, elle prend des vitamines, prescrites par le docteur Albright, l'un des meilleurs pédiatres privés du pays. Un médecin qui lui fait des injections quotidiennes à domicile, qui l'a rendue si docile et silencieuse. Monsieur Vance, ces vitamines la tuent à petit feu. La conviction dans la voix de Clara était absolue. Elle avait passé sa carrière à défendre des enfants qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. Lily était l'un d'entre eux. Le médecin des urgences sortit à ce moment-là, son visage grave. « Monsieur Vance, nous avons stabilisé votre fille. Ses analyses toxicologiques préliminaires montrent des niveaux élevés de benzodiazépine dans son sang. Ce sont des tranquillisants puissants. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle a pris ?» Le monde d'Alistair s'effondra. Les paroles de Clara lui revinrent en mémoire. Les sédatifs. La promesse que ça ne ferait pas mal. Il fixa Clara, la femme qu'il avait méprisée, la simple enseignante, qui avait vu ce que lui, son propre père, avait refusé de voir. Son arrogance s'évapora, remplacée par une vague glaciale de honte et de terreur. Il avait aveuglément fait confiance à un homme parce qu'il était cher, parce que cela lui permettait de déléguer la chose la plus précieuse de sa vie. « Je ne savais pas » balbutia-t-il, la voix brisée. Clara le regarda, non pas avec triomphe, mais avec une compassion douloureuse. « Vous ne saviez peut-être pas exactement quoi, monsieur Vance, mais vous saviez qu'elle était malheureuse, vous saviez qu'elle était seule. Vous avez choisi de traiter sa tristesse comme une maladie, de la médicaliser au lieu de la réconforter. » Puis, elle prononça les mots qui allaient tout changer. Sa voix était ferme, sans compromis. « Nous devons savoir qui est ce Dr. Albright. Nous devons récupérer les flacons de ses vitamines. Si vous ne contactez pas immédiatement la police pour dénoncer cet homme et lancer une enquête, alors je le ferai. En tant qu'éducatrice et ancienne infirmière, je suis une signaleuse obligatoire. Ce qui est arrivé à Lily est un crime, et je ne vous laisserai pas l'étouffer pour protéger votre nom de famille. » L'ultimatum était clair. Le choix était entre son orgueil et la justice pour sa fille. Pour la première fois depuis des années, Alistair Vance prit une décision qui n'était pas basée sur le profit ou le pouvoir, mais sur l'amour. Il hocha la tête, sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat, puis celui de la police. L'enquête fut rapide et dévastatrice. Le docteur Albright était un charlatan, un ancien pharmacien radié de l'ordre qui s'attaquait aux familles riches et vulnérables. Il avait diagnostiqué chez Lily un trouble anxieux fictif et lui administrait un sédatif dilué, la gardant dans un état de brouillard chimique pour la rendre plus gérable. Les échymoses provenaient de la force avec laquelle la nounou la tenait pendant les injections quotidiennes. Il avait facturé à Alistair des centaines de milliers de dollars pour ce lent empoisonnement. Pendant que la justice suivait son cours, Alistair resta au chevet de Lily. Il la regarda se sevrer des médicaments,
La vie traversait des cauchemars et des crises de larmes. Il lui tint la main, lui lut des histoires, et lui chanta les berceuses que sa femme chantait autrefois. Il apprit le langage de la patience et du réconfort, un langage que son argent n'avait jamais pu acheter. Clara lui rendit visite à l'hôpital. Elle n'apporta aucun reproche, seulement un livre de contes et un sourire chaleureux pour Lily. Alistair l'attendit dans le couloir. « Comment n'avez-vous su ?» demanda-t-il, sa voix humble. « J'ai vu trop d'enfants souffrir en silence, » répondit-elle simplement. « La douleur a une apparence, monsieur Vance. Il suffit de prendre le temps de la regarder. » Ce jour-là, Alistair Vance comprit que sa plus grande richesse n'était pas dans ses comptes en banque, mais dans la petite main qui serrait maintenant la sienne. Il fit une chose qu'il n'avait pas faite depuis la mort de sa femme. Il pleura. Il pleura pour le temps perdu, pour sa cécité et pour la gratitude écrasante qu'il ressentait envers cette enseignante au cœur immense. Après la sortie de Lily de l'hôpital, Alistair prit un congé sabbatique de 6 mois. Il vendit le penthouse stérile et acheta une maison avec un jardin. Il apprit à faire des crêpes, à tresser les cheveux de Lily et surtout à écouter. Quelques mois plus tard, il invita Clara à dîner. Dans un restaurant modeste qu'elle avait choisi, il lui présenta les documents de la Fondation Lily Clara, une organisation caritative qu'il avait créée et dotée de plusieurs millions de dollars, dédiée à la protection des enfants vulnérables et à la formation des éducateurs pour reconnaître les signes de détresse. Il lui en offrit le poste de directrice exécutive. « Vous avez sauvé ma fille, Clara, » dit-il, les larmes aux yeux. « Vous m'avez sauvé de moi-même. Laissez-moi vous aider à en sauver d'autres. » Clara accepta. Ensemble, ils transformèrent une tragédie personnelle en un phare d'espoir. Alistair apprit que la vraie valeur ne se mesurait pas en chiffres, mais en moments de rire partagés dans un jardin ensoleillé. Et Lily, enfin libérée des ombres, se mit à peindre des arcs-en-ciel. Elle ne murmura plus jamais que papa avait promis que ça ne ferait pas mal, car désormais, entre les bras de son père, elle ne ressentait plus que de l'amour.